Ok. Du coup, bonjour. Je pense qu'on a tous été interpellés ces derniers temps du moins par les derniers résultats du baccalauréat avec les chiffres assez hallucinants que l'on a pu avoir. Ce qui nous a amené, qui m'a amené personnellement, ma sœur et pas mal d'autres personnes, je pense, à nous poser la question de savoir à quoi correspond notre système éducatif actuellement, quel est le constat que l'on peut avoir, le contexte dans lequel on évolue et quelle est la cible que l'on peut espérer et comment est-ce que le programme du MRC peut répondre à ces attentes. Donc, c'est un peu ces résultats, cette actualité qui nous a amené à mettre en place ces présentations et identifier ce sujet. Donc, dans un premier temps, donc, on va essayer de parler du contexte de l'enseignement dans lequel euh, nos enfants aujourd'hui sont amenés à évoluer au Cameroun. Il y a trois grands constats que l'on peut identifier, trois parmi tant d'autres. C'est qu'il y a très peu d'égalité face à l'éducation au Cameroun, qu'on a un enseignement en termes de qualité et de cohérence qui ne sont pas non plus des plus appropriés, on va dire, et donc enseignement de mauvaise qualité, et finalement on enseigne, du moins on éduque nos enfants pour finalement arriver à des métiers de chômeurs, tout simplement, ou souvent pas de métier. Et donc, c'est ces trois éléments sur lesquels nous allons appuyer notre constat, notre contexte. En termes d'égalité, face à l'éducation, donc là encore, c'est les chiffres, l'actualité récente, donc les résultats du bac qui nous ont interpellés dans un premier temps. Et en regardant un peu de plus près les chiffres que l'on avait, on constate qu'au Cameroun, en termes de démographie, on a à peu près trois grandes régions, le littoral, l'extrême nord et le centre, qui concernent à peu près 50% de la population camerounaise. Et on constate quand on regarde les chiffres du baccalauréat, des inscrits au baccalauréat, que dans l'extrême nord, on a 14 000, dans le littoral, 33 000, et dans le centre, 42 000. Donc, on voit une forte disparité. Donc, on a quasiment, dans ces trois régions, à peu près 80% ou 70% des inscrits, alors que ça représente à peu près 50% de la démographie du Cameroun. Et si on va plus loin même, on se retrouve que l'extrême nord, qui est reparti, du moins qui a autant de poids que les deux autres régions, pèse à peu près le tiers. Donc, très clairement, en termes d'égalité, on peut être amené à se poser des questions par rapport à comment est repartie l'éducation dans notre pays. Autre constat assez flagrant, donc là, on se concentre uniquement sur les inscrits. Si on se concentre sur les non-inscrits, on constate qu'on a un total d'à peu près 135 000 jeunes qui sont inscrits au baccalauréat. Et si on regarde la démographie de la population camerounaise, les jeunes entre 15 et 24 ans pèsent à peu près pour 5 millions. Donc, une repartition très linéaire nous amène à penser qu'on devrait être autour de 500 personnes en âge de passer le baccalauréat. Donc, là encore, on se pose la question de savoir, 2 jeunes sur 3 sont laissés sur le bord de la route. Et donc, là encore, ça met en avant cette inégalité de nos jeunes par rapport par rapport à l'éducation. Troisième point, donc qui apparaît peut-être pas clairement en termes de schéma sur ce slide, c'est que on a vu les résultats du baccalauréat catastrophique par rapport aux résultats que l'on pouvait avoir de 100% de vote et donc de certaines lycées qui finalement sont des lycées qui sont très sélectifs. Et un petit constat, une petite recherche nous amène à constater que, par exemple, on a les frais d'inscription aux examens qui sont passés de 9 500 francs CFA à 12 000 francs CFA en 2023. Et donc, forcément, ça augmente la disparité que l'on peut avoir en termes d'accès à l'éducation au Cameroun. Et on ne parle pas évidemment de tout ce qui est système de sélection à l'entrée des universités, que ce soit l'ENAM, que ce soit Polytechnique, pas seulement les problèmes de corruption qui sont devenus presque systémiques, mais même dans la loi, il y a ce régionalisme qui fait en sorte que finalement,
Bon, on voit que l'extrême nord, ça pèse à peu près pour 50% de la population, mais clairement, lorsqu'on va passer les concours de Polytechnique, par exemple, ils n'ont droit qu'à 10% des places. Donc, il y a ces éléments-là qui nous amènent au constat que on n'est pas tous égalitaires face à l'éducation au Cameroun. Deuxième élément sur lequel on peut faire un constat assez flagrant, c'est la qualité de l'enseignement. Et donc là, pareil, on a fait quelques recherches un peu et on se rend compte que on n'a aucune université camerounaise dans le top 200 des meilleures unités africaines. On a cherché dans plusieurs classements, notamment le 4ECU, et on constate que le Cameroun ne fait pas partie, n'a aucun représentant quand on regarde les meilleures universités du continent. À titre d'exemple, par exemple, dans un de ces classements, on constate que l'université de Yaoundé, Yaoundé 2, qui est 9e du pays, elle a un budget d'à peu près 9 milliards de francs CFA en 2022 pour accueillir 45 000 étudiants. Avec exactement à peu près le même effectif d'étudiants, l'université de Johannesburg, qui est 6e sur le continent, a à peu près la même capacité d'accueil. Donc, ça nous amène à nous poser des questions. À défaut d'avoir des éléments plus concrets d'analyse, on peut faire deux hypothèses. La première, c'est que les budgets ne sont pas les mêmes pour pouvoir accueillir ces 45 000 étudiants et ça explique que l'un soit 6e et l'autre pas dans le top 200. Et donc, on peut se poser la question de l'intérêt de l'investissement que l'on met sur l'éducation de nos enfants. La deuxième hypothèse qui serait pire, c'est qu'on ait des budgets similaires. Et là, alors, on met clairement le doigt sur un problème d'organisation, donc clairement de qualité. Aussi bien qualité, soit parce qu'on n'investit pas, ou qualité parce qu'on investit, on utilise mal. Autre élément qui nous amène à ce douloureux constat sur la qualité de l'enseignement au Cameroun, c'est le contexte politique. Donc, deux éléments, c'est les grèves que l'on a pu constater cette année. On a trop supporté, 7 ans dû en entendre parler, ou alors la crise anglophone. Juste pour information sur la crise anglophone, je pense qu'on a des chiffres, je pense, de la Banque du Monde qui avait fait une enquête, qui avait un chiffre assez intéressant, je ne l'ai pas, je l'ai pas sous les yeux, mais qui montrait, je pense qu'il parlait de 80% des jeunes de la zone anglophone qui n'avaient pas eu droit, qui n'avaient pas eu accès à l'éducation pendant une phase de la crise. Donc là, pareil, on se retrouve avec un contexte politique qui gangrène clairement la qualité de l'enseignement que l'on peut avoir au Cameroun. Autre élément, je pense que c'est des expressions camerounaises qui vont vous parler quand on parle d'eau propre ou de bac colo. La récente actualité avec des résultats assez désastreux au baccalauréat camerounais, et là, c'est pas moi qui le dis, pareil, c'est un article du Monde qui en parle, mais qui identifie comme principale raison pour laquelle on a un taux aussi désastreux, surtout comparativement au taux de réussite que l'on avait l'année dernière, c'est que cette année, on a eu des fuites assez désastreuses. Des semaines avant l'examen, on avait quasiment toutes les épreuves qui circulaient sur WhatsApp, donc l'eau propre. Et du coup, les enseignants, ou en tout cas l'Office du baccalauréat, a pris la décision de ne pas remonter les notes comme on le faisait avant. Je pense que les années précédentes, j'ai cru entendre qu'on avait des 9,5, parfois même des 8,5 qui étaient ramenés à 10 pour faire passer les jeunes au baccalauréat, et que justement face à cette diffusion des épreuves avant le concours, l'Office du baccalauréat a pris la décision de dire si tu as moins de 10, il n'y a pas de rattrapage, tu échoues. Donc le bac colo, c'est pour 10,00 pour ceux qui n'ont pas la référence. Et donc aujourd'hui, on constate qu'on a une qualité de notre enseignement, l'eau propre, les fuites, la corruption, les remontées de notes qui montrent que clairement, qualitativement, on est en peine. Et dernier point, et non des moindres, qui parle de la qualité de l'enseignement au Cameroun, c'est un chiffre très clair, c'est de dire qu'il y a à peu près 500 écoles primaires et établissements d'enseignement du secondaire qui fonctionnent aujourd'hui sans autorisation. Et je pense que c'est assez courant au Cameroun de voir des écoles qui naissent sans que des personnes ne puissent vérifier la crédibilité de ces écoles-là. Chaque jour, on a une école primaire qui arrive, une école secondaire qui arrive,
et sans être sûr que ces écoles-là ben, suivre un certain programme ou bien répondre à certaines autorisations, un contrôle sur la qualité des enseignants ou du programme qui est donné dans ces écoles-là, ben, non, puisqu'ils fonctionnent sans autorisation. Et là encore, c'est pas moi qui le dis, c'est un article du Monde qui apprend a sorti cette statistique sur l'année 2023-2024. Donc, on constate qu'au-delà de la qualité de l'enseignement, on peut s'interroger aussi sur la cohérence de notre enseignement. Pourquoi est-ce qu'on éduque nos enfants? Dans quel objectif? Et on peut se poser la question dans un pays qui est en plein développement, qui a besoin d'être construit. On peut s'interroger sur la proportion que l'on peut avoir entre les baccalauréats scientifiques et les baccalauréats littéraires, où à peu près 50% des inscrits au baccalauréat littéraire, 50% des inscrits au baccalauréat sont dans des filières littéraires. Donc, il y a une vraie problématique de l'orientation, donc qui répond à quelle logique on peut se poser la question. On peut se poser la question aussi une fois que nos jeunes ont leur baccalauréat et qu'ils vont dans des filières universitaires, ils vont étudier quoi? Là encore, j'ai pas pu retrouver des chiffres assez intéressants, mais on peut se poser la question de savoir, de s'interroger sur la quantité de nombre d'universités techniques, technologiques, agronomes sur le Cameroun qui vont nous former à des besoins finalement qui correspondent à nos besoins. Et on a une étude qui a été faite par la Banque mondiale qui dénombrait 2 universités d'ingénierie et de technologie, 2 universités d'agronomie à Buea et Tchang, au Cameroun, en constatant que 80% des étudiants vont vers des universités classiques, quand on a eu uniquement 6% qui vont vers des instituts technologiques. Une fois encore, dans un pays qui est en plein développement, qui est en plein recherche de développement même, peut se poser la question de la cohérence de l'enseignement que l'on donne à nos enfants. Et pour terminer sur ce point, je noterai de manière très subtile le contenu de l'enseignement qui est souvent très, très théorique et très peu pratique au Cameroun. On peut souvent se taguer d'avoir un bac C fort. Je pense que plein d'entre nous se retrouvent souvent ici à l'université en ayant déjà fait des choses qu'ils ont déjà vues. Mais on peut quand même se positionner sur l'intérêt finalement que ça d'apprendre peut-être des choses trop théoriques et peu pratiques pour une population qui ne va pas forcément, dans la majorité, s'orienter vers des domaines plus généraux. Donc, au-delà de l'égalité face à l'éducation, la qualité de notre enseignement, la cohérence de notre enseignement au Cameroun, déjà sur ces points de contexte, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, pas de questions. Donc, une fois que le contexte est posé, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Si on parle de réforme du système éducatif, c'est dans quel objectif? Je pense que si on doit réformer notre système éducatif, on doit avoir possible de garantir un minimum d'enseignement à nos enfants. Je vous expliquerai un peu plus pourquoi. De garantir à nos enfants et surtout à notre pays un enseignement qui est en phase avec nos besoins, notamment économiques, et finalement d'avoir une intégration, un enseignement pour tous et par tous. Donc, oui, j'ai entendu quelqu'un? Non. Donc, de mon humble point de vue, je pense que la cible d'une réforme de notre système éducatif doit avoir ces 3 chantiers en tête, en visée. Pourquoi un minimum d'enseignement? C'est que le Cameroun, en fait, a besoin de s'appuyer sur sa force démographique parce que c'est un vecteur de développement. C'est pas notre démographie, pas notre force que on va conduire à réduire la pauvreté au Cameroun, élever les niveaux de santé, promouvoir l'égalité, la paix, la stabilité. Et tout ça, ça passe par notre jeunesse, tout simplement. Pourquoi notre jeunesse? Parce que quand on regarde les statistiques démographiques du Cameroun, on se rend compte que l'âge médian au Cameroun, donc dans les années 2025, c'est moins de 19 ans.
Alors, c'est quoi l'âge médian? C'est l'âge en dessous duquel on a 50% de notre population. Et donc 50% au-dessus. Donc 50% des Camerounais ont moins de 19 ans aujourd'hui. Et quand on se projette sur jusqu'à 2050, on va se rendre compte que même en 2050, ben 50% de notre population aura toujours moins de 25 ans. Donc, c'est clairement, si on veut faire grandir le Cameroun avec tous ces axes que je viens de citer en ligne de mire, ben, il faut s'appuyer sur notre démographie, il faut avoir une démographie, du moins sur notre jeunesse, et il faut avoir une jeunesse formée. Donc, c'est dans cet objectif-là que la cible devrait être de pouvoir avoir un minimum d'enseignement pour nos enfants pour que quand ils arrivent à cet âge-là de 25 ans, ben, qu'ils puissent accompagner, aider le Cameroun à atteindre tous ces objectifs. Garantir un minimum de formation, OK, mais une formation qui est en adéquation avec nos besoins économiques. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un taux de chômage assez extraordinaire et une compétitivité économique plutôt faible. Donc, sur le marché extérieur, intérieur, on, est, on a des difficultés. Alors, sur le marché intérieur, on a aussi des difficultés. On se retrouve avec plein de métiers qui sont informels parce que les jeunes, après le bac, après le diplôme universitaire, ben, ils se débrouillent pour utiliser les thèmes camerounais. Et donc aujourd'hui, on n'a pas une économie forte. J'ai des amis qui ont essayé au Cameroun, par exemple, de créer des sociétés. Ils ont fait face à toutes les difficultés du monde. Et donc, l'idée d'avoir une compétitivité économique aussi bien intérieure qu'extérieure va, avec un effet de ruissellement, nous accompagner vers tous ces objectifs de développement du Cameroun. Donc, c'est vraiment important d'avoir une éducation qui est vraiment en phase avec des besoins économiques. Et troisième point, c'est d'avoir un enseignement pour tous et par tous. Point un peu complexe parce que pas très clair souvent à expliquer, mais dans cet objectif-ci, qu'est-ce que j'entends? C'est qu'il faut qu'on s'appuie sur un Cameroun unifié pour pouvoir grandir. Et un Cameroun unifié, ça passe par un enseignement pour tous, donc ça passe par exemple, résoudre la crise anglophone qui, entre guillemets, a des conséquences assez destructives des conséquences assez lourdes sur le Cameroun. Et ça peut passer par l'enseignement. C'est optimiser l'impact que la diaspora peut avoir. Donc, pousser les jeunes de la diaspora à rentrer au Cameroun pour investir au Cameroun, aussi bien dans des domaines économiques, mais surtout dans des domaines éducatifs, parce que la plupart des éléments de notre diaspora vont en Europe pour la plupart pour faire des études. Donc, ils acquièrent une certaine connaissance qu'il est important de pouvoir partager. Et je pense que autre point, c'est le vivre ensemble, renforcer le vivre ensemble, parce qu'au Cameroun, mais on est nombreux, on est assez dispatchés sur un certain nombre de tribus, et c'est important de renforcer ce vivre ensemble. Et un des canaux, un des moyens peut être l'enseignement à travers le rôle des langues régionales que l'on peut avoir au Cameroun, et voire même une future langue nationale dans l'accès à qui va permettre un accès à l'éducation plus partagé, plus commun, plus unifié. Deuxième point, en termes d'enseignement pour tous et par tous, c'est le besoin d'avoir un enseignement contextualisé. Donc, répondre prioritairement aux problématiques du Cameroun. Notre enseignement doit nous amener là, à répondre à nos besoins. J'ai en tête l'exemple assez concret de la consommation du riz au Cameroun, où 80% du riz qui est consommé au Cameroun est importé, alors que 80% du riz qui est cultivé au Cameroun est exporté. Donc, on a vraiment euh, un, un, un enseignement qui n'est pas porté vers les besoins du Cameroun, qui n'est pas contextualisé. Autre élément, c'est d'harmoniser le développement du Cameroun à travers le traitement des besoins régionaux. J'ai là encore une petite anecdote de jeunes qui rentrent dans leur village natal, notamment, je vais parler du mien, Bandioun, avec en tête d'ouvrir des secrétariats informatiques. Alors que théoriquement,
dans des endroits, des zones aussi urbaines, on a des besoins qui sont un peu plus liés à la terre, des besoins qui sont un peu plus liés au transport. Voilà, il y a des choses un peu plus concrètes, un peu plus orientées, un peu plus propres à la région dans laquelle on se situe. Et je pense que harmoniser le développement du Cameroun en traitant les besoins régionaux peut permettre de diminuer l'exode rural, d'améliorer le vivre ensemble une fois encore et de pousser le Cameroun vers de meilleurs objectifs. Donc, une fois qu'on a identifié ces cibles-là, donc un enseignement pour tous, éducation en phase avec nos besoins économiques et de réfléchir à finalement une éducation pour tous, parce que, du moins, un minimum d'éducation parce que s'appuyer sur notre force démographique. On peut s'interroger sur comment aujourd'hui le programme du MSC, le programme du professeur Maurice Kamto, nous aide à atteindre cette cible. La première chose qu'il est important de noter, c'est que quand on lit le programme du MRC, dès les prémices de ce programme, dès les premiers mots, on identifie 5 grands chantiers, dont le chantier de la jeunesse et l'éducation. Donc, dès le départ, le MSC met au centre des besoins du Cameroun ce besoin de jeunesse et d'éducation, en mettant en avant l'égalité des chances, donc la formation, donc accroître la productivité et lutter efficacement contre le chômage. Donc ça, c'est l'un des axes forts du programme du MSC. De travailler sur tout ce qui est recherche et innovation, afin de permettre de pouvoir éclore de nouveaux talents et au génie de se manifester, pour ne pas paraphrer le programme en lui-même. Égalité des chances. Comment? Donc, quand on rentre un peu plus en détail dans le programme du MSC, on constate que on a en ligne de mire la gratuité de la scolarité jusqu'à la fin du second cycle, afin de vraiment promouvoir l'enseignement à tout le monde. De dire, avant la fin de la troisième, l'école doit être obligatoire pour que, en sortie d'un certain âge, qu'on ait un minimum d'acquis à travers l'enseignement. De la même manière, on veut un enseignement primaire et secondaire obligatoire jusqu'à la fin du premier cycle, donc c'est ce que je viens de dire, et la gratuité jusqu'à la fin du second cycle, donc jusqu'au bac, théoriquement. On constate que pour accroître cette égalité des chances, il y a un fort accent sur des politiques communales ou régionales. Donc, au lieu d'avoir un enseignement, une éducation qui soit nationale, on va avoir, en plus de cette éducation nationale, on va avoir des politiques communales et régionales dans l'objectif de vraiment toucher tout le monde. Avec une fois encore des formations sur mesure, donc ce que l'on appelle dans le programme du MSC les centres de métier, pour pouvoir aller vraiment faire du sur mesure dans la formation professionnelle et technologique, et là encore en s'appuyant sur les communes, sur les régions. L'objectif ici, une fois encore, c'est de toucher tout le monde, ou du moins de toucher un maximum de personnes. Sans avoir pour l'instant des éléments spécifiques en termes du traitement des enseignants, on constate que c'est une question qui touche très clairement le professeur Kamto. Et pour le faire, je vais vous citer une de ses pensées qui dit « L'éducation de la jeunesse est la semence qu'une nation sage met en terre et arrose régulièrement pour garantir l'avenir. C'est pourquoi les éducateurs, les enseignants de tous les niveaux doivent être traités avec ménagement, considération et respect. » Donc, indépendamment, sans avoir des éléments pour l'instant précis dans son programme, on comprend très bien que c'est l'une de ses préoccupations majeures. Et la grève des enseignants OTS restante encore montre bien qu'il y a de réels problèmes par rapport au traitement des enseignants au Cameroun. Autre élément que l'on a dans le programme du MRC, c'est à travers la formation, accroître la productivité. Et par rapport à ça, on constate très clairement que le programme du MSC a pour objectif de pouvoir reformer le système éducatif pour le tourner vers des objectifs de développement.
Donc, en mettant l'accent évidemment sur tout ce qui est technique, tout ce qui est professionnel, parce que là, ça répond vraiment à des besoins de productivité, ça répond à l'état dans lequel aujourd'hui le Cameroun se trouve. Et par rapport à ça, euh, je me permets de réutiliser le thème de réarmement technologique, dans le sens où aujourd'hui, je pense qu'il y a un réel besoin de mettre en place, de réarmer, de remettre des outils aux Camerounais technologiques dans les filières, tout ce qui est technique, agriculture, pour pouvoir être en accord avec les ambitions de développement que l'on a au Cameroun. Chose très intéressante, c'est que ce réarmement technologique vu par le MSC, vu en tout cas par le programme du MSC, met en avant quelque chose d'assez intéressant, c'est que ce réarmement doit être réorienté aux besoins en fonction de l'orientation que l'on va donner au développement du Cameroun. Ça veut dire si on est sur un plan où on va d'abord favoriser l'agriculture, il faut que notre réarmement technologique a pour ambition d'accompagner cette ambition de développement, donc spécifique à l'agriculture. Si demain on est sur quelque chose orienté vers le transport, pareil. Donc c'est vraiment quelque chose d'un point de vue du MSC qui doit être complètement dynamique. Donc, le réarmement technologique, c'est pas de dire on va faire 400 000 ingénieurs ou en informatique. Non, c'est de dire aujourd'hui les besoins sont ceux-ci, il faut former pour répondre à ces besoins. Demain, les besoins seront ceux-là, il faut former pour répondre à ces besoins. C'est la visée dans laquelle se trouve le programme du MRC. Autre point, c'est la recherche et l'innovation. Donc, ce programme, il met en avant 3 choses assez intéressantes. Le premier, c'est le principe de la méritocratie. Les meilleurs au meilleur poste, tout simplement, parce que l'on veut grandir, on veut avancer. Et, pour le faire, il faut qu'on le fasse avec les meilleurs. Jeunesse, on a parlé plutôt de la démographie au Cameroun, et en Afrique, on est sur les mêmes proportions. Mais surtout panafricanisme, parce que en Afrique, régionalement, on a des besoins qui sont communs. Et si on a des besoins qui sont communs, on peut y réfléchir ensemble. Et donc, très clairement, le MSC met en avant ces éléments-là, de dire que il faut qu'on soit dans une visée de réfléchir ensemble aux besoins que l'on a en Afrique. Et troisième point assez intéressant, c'est, j'ai lu et ça m'a vraiment marqué, c'est mettre en place des campagnes nationales de formation populaire. Ça veut dire, OK, on peut mettre en place une éducation nationale, on peut avoir des politiques régionales et communales, mais même dans le lot, on peut en rater un, on peut en rater deux, et on peut passer à côté d'un génie, d'une intelligence exceptionnelle. Et l'idée de mettre des campagnes de formation populaire, c'est le but de dire, avec notre grand raton, on en a raté quelques-uns, on peut le retrouver à travers ces campagnes nationales pour former tout le monde, vraiment toucher un maximum de personnes. Et donc, on est vraiment vers une orientation de recherche, d'innovation et à la recherche du talent qui va nous permettre de sortir de notre sous-production, de notre sous-productivité, de tous les maux qui minent actuellement le Cameroun. Donc, dernier point, sans toucher vraiment à l'enseignement, le programme du MRC, en fait, a un contexte global. C'est de dire, OK, c'est intéressant de former des jeunes, c'est intéressant d'avoir une cible, être qualitatif, être en accord avec nos besoins, mais il y a tout un contexte autour. Ça veut dire que si je suis dans une philosophie de dire, oui, je veux mettre l'accent sur l'agriculture et donc je veux former des ingénieurs agronomes, mais il faut qu'en bout de chaîne, il y ait quelque chose. Il faut que ma formation se soit accompagnée d'un certain nombre de choses. Et le programme, donc là, je dézoome un peu sur l'éducation, l'enseignement, pour avoir un contexte global à l'enseignement qui est mis en avant par le programme du MRC. Le premier point, c'est la politique étrangère et la diaspora. Donc, le MRC, à travers son programme, a pour ambition de ramener la coopération régionale, je parlais tout à l'heure de panafricanisme, mais aussi bien la diaspora comme des acteurs majeurs du développement camerounais.
Dans le programme, on parle par exemple d'un train express régional dans la région d'Afrique centrale. C'est de dire qu'autour de cet enseignement, il faut bien qu'il y a un contexte autour. Et ramener la diaspora ou ramener nos voisins autour de la table et de progresser ensemble, ça met un contexte qui permet à l'enseignement de s'y retrouver. Autre élément, c'est l'économie et la production. Donc, on parlait tout à l'heure des métiers informels. Mais pareil, le programme du MSC a pour ambition de ramener un peu plus de métiers formels dans l'industrie camerounaise. Et donc, des métiers formels, ça crée des emplois et donc ça diminue le chômage et ça fait en sorte qu'on ne crée pas des ingénieurs, qu'on n'enseigne pas, qu'on ne donne pas une éducation spécifique à des étudiants pour en faire des chômeurs. Avec du formel à l'informel, mais aussi des politiques industrielles, du moins des politiques économiques qui sont très ciblées vers l'agriculture, vers l'élevage, vers l'industrie, que l'on considère comme des chantiers prioritaires. Mais là, c'est pareil, on donne un contexte à l'enseignement. Troisième point, non des moindres, d'autant plus que je suis ingénieur en informatique, c'est qu'on a une philosophie de digitalisation de la société. Que on peut le noter, commencer déjà au Cameroun, on peut l'apprécier, mais il y a un contexte global depuis 2018 déjà de dire on doit tendre vers une digitalisation de la société. À travers cette digitalisation, on va grandir, on va rendre des choses plus accessibles. On l'a vu avec le passeport par exemple. Et donc tout ça, une fois encore, ça ramène un contexte à l'enseignement. On enseigne dans un objectif bien précis. Et troisième élément, pour parler de contexte une fois encore, c'est tout ce qui est politique et institutionnel. Donc, la bonne gouvernance, oui, c'est intéressant d'avoir des enseignants qui sont bien traités. C'est intéressant de diminuer la corruption. C'est intéressant de gérer la crise anglophone, de s'orienter vers des politiques communales et régionales. Donc, c'est tout un contexte politique et institutionnel que le programme du MSC met en place qui fait en sorte que autour de ça, l'enseignement ne peut que mieux se porter. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit, mais là encore, je termine par ce mot d'accroche de MSC concret efficace parce que très clairement, on retrouve aujourd'hui dans le programme de 2018 déjà du MRC des éléments clairs, efficaces, concrets, applicables pour rendre notre enseignement meilleur. Merci, Brice. Peut-être tu peux montrer ta tête à la caméra. Enregistrement. Pardon? Je dis, peut-être tu peux montrer ton visage à la caméra. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Non. Donc, ça, c'est le deuxième webinaire qui est fait. Le premier avait été fait par Arnold, qui est connecté sur le... lié à la... Oui, Michel? J'avais une question par rapport au taux de réussite dans les bacs littéraires et scientifiques. Qu'est-ce qui explique que dans les bacs littéraires, on soit dans des pourcentages si bas par rapport au bac scientifique? Parce que je voyais 6% dans les bacs littéraires et une cinquantaine, 52, 48% dans les bacs scientifiques. J'ai cru comprendre qu'il y avait un souci d'orientation, mais il n'y a que ça qui justifie cette disparité-là. Sans avoir, parce que je pense que les éléments, ils sont plusieurs, mais je pense que mon analyse, donc déjà ce problème d'orientation qui fait en sorte que finalement on a tendance au Cameroun à penser que les plus forts doivent se retrouver dans des filières scientifiques et les plus faibles dans des filières littéraires. Donc c'est un a priori qui est complètement désuet même aujourd'hui, qui fait en sorte que finalement, du coup, j'ai envie de dire, pas les moins intelligents, mais parce que l'école n'est pas forcément une preuve d'intelligence, mais on se retrouve avec des candidats plus faibles dans des régions, dans des cursus littéraires. Mais au-delà de ça, je pense que
euh, il y a aussi un aspect, comment dire, un aspect moins concret. Quand on a une épreuve de mathématiques, par exemple, ben, 1 plus 1, c'est égal à 2. Il n'y a pas d'autre réponse. Par contre, quand on a un aspect plus arbitraire, du coup, quand on a une épreuve un peu plus littéraire, ben, c'est au ressenti de la personne qui corrige. Et je pense que cette année, les enseignants étaient dans une philosophie d'être un peu moins passant, d'être un peu moins coulant, qui peut expliquer potentiellement le fait que cette rigueur-là qu'elle s'était imposée du fait de l'eau propre qui circulait ont finalement justifié ces éléments, ces résultats. C'est l'explication que je me donne. Après, j'ai pas d'autres éléments comme ça qui me permettraient d'expliquer cette différence de taux de résultat. Ok, mais merci pour ta réponse. Si je peux intervenir? Évidemment. Merci d'abord pour ta brillante présentation. Je dois dire que j'ai fait moi-même une série littéraire, donc, et que je ne me trouvais pas du tout faible, bien au contraire. Donc, je ne vois pas en quoi les gens qui ne seraient pas des gens excellents seraient réservés pour les séries scientifiques. Les séries scientifiques, c'est pour ceux qui seraient plus à l'aise avec certaines matières dites scientifiques. Encore que nos critères sont très discutables. Hein. En Italie, par exemple, je sais qu'avec un baccalauréat littéraire, on peut très bien aller faire des études de médecine. Et si j'avais dit, moi, que je voulais faire des études pareilles au Cameroun, on m'aurait ri au nez. Alors même que, en étant en série littéraire, j'étais très bon en sciences. C'est-à-dire que je me souviens que dans mon cours de sciences, j'aurais pu le faire juste à la fin de l'année. Que le cours, hein, pas plus. Voilà. Les notes qui sont à 6% de réussite, 6,39 à peu près pour le bac A espagnol, 6,99 à peu près pour le bac A allemand, pour moi, c'est aussi une preuve d'échec du système d'enseignement. Je ne vois pas, je travaille moi-même dans la formation professionnelle un peu. Si je dis à la fin, pour le Greta, par exemple, pour lequel j'interviens ici en France, qu'ils m'ont donné 100 personnes et qu'il n'y en a que 6 qui ont réussi, je crois que la première personne qu'on va regarder bizarrement, ce sera moi, ce sera l'enseignant. Voilà. Donc, il n'est pas normal que dans un système d'éducation normal, il n'y a que 6% de personnes qui réussissent. C'est très grave. Et rien que ça, c'est déjà une preuve de la faillite du système éducatif. D'autre part, je me rappelle sur les critères de notation. Vous dites que, j'ai ouï dire, vous me l'avez confirmé, Brice, et je l'avais lu dans les journaux déjà, que beaucoup d'eau avait coulé au Cameroun, l'eau propre, c'est-à-dire les épreuves qui circulent, les épreuves officielles qui circulent avant l'examen, avec les corrigés, que ça circulait, et que c'est pour cela que les jurys auraient été plus intransigeants et qu'on aurait réussi seulement avec 10. Premièrement, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'eau propre, soi-disant, que tout le monde a l'eau propre. Il y a des gens qui ne regardent pas l'eau propre. J'ai été parfois étudiant, d'ailleurs en Europe, on a le droit à la formation tout au long de sa vie. Moi, si tu me donnes l'eau avant l'examen, je ne prendrai pas parce que j'aime être fier des résultats qu'on me donne. D'autre part, j'ai souvenance que quand j'étais à l'université, je me rappelle, il y avait une épreuve, j'étais en fac de droit, il y avait une épreuve de droit constitutionnel, et c'était toujours la même épreuve. C'était quoi déjà? C'était le dol dans la résolution du contrat ou la bonne foi dans la résolution du contrat, quelque chose comme ça, là, de Minko Haché. Et tout le monde connaissait l'épreuve, tout le monde connaissait le résultat type. Et tu faisais l'épreuve, tu avais les résultats types. Je me rappelle, une fois, mon mis 8 sur 20. Et le problème, c'est que le jour où le gars vient corriger, tu regardes ce qu'il a corrigé, tu ne vois pas la différence entre ton corrigé. J'ai l'impression que certains décident que c'est eux seuls qui sont intelligents, c'est eux seuls qui ont le droit d'avoir les diplômes, et ils ont des critères de notation que des fois on ne comprend pas, mais alors pas du tout. Mais de toute façon, vu comment ces gens-là sont souvent corrompus eux-mêmes, parce que ces éminents profs de droit, on les prend, on les met après dans notre système qui est un système de faux. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui baigne trop dans le faux lui-même, à la fin, je ne vois pas pourquoi il va noter ses élèves suivant des critères qui seront objectifs. L'objectivité, c'est quelque chose qui est devenu
très, 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 très rare chez nous. Et pour terminer, parce que je peux confisquer la parole, quand j'étais en terminale A4 littéraire, ce sont les notes de mathématiques qui me garantissaient ma note, parce que, cher Brice, tu as dit qu'en mathématiques, les notes n'étaient pas aléatoires. Je veux dire, 4 au carré, si ça fait 16, ça fait 16. Voilà. Si racine carrée de 16, ça fait 4, ça fait 4. Voilà. Donc, en maths, en baccalauréat littéraire, on fait des mathématiques, c'est ça qui nous garantissait nos notes. Du coup, effectivement, pour le côté d'incertitude, c'est quand on allait faire une dissertation, j'allais être sûr que j'ai cartonné. Et puis, cartonné, ça voulait souvent dire qu'on te mettait 12 sur 20 ou 10. Parce que souvent, les professeurs chez nous, encore une fois, sont radins avec les notes. Et je me souviens qu'un de mes copains, Alain, m'a dit qu'il avait mis 20 sur 20 à un de ses élèves à Douala, au lycée. Il s'est fait convoquer par le proviseur du lycée parce que il avait mis 20 sur 20 à quelqu'un. Je vous signale qu'en France, par exemple, je vis en France, hein, en France, par exemple, avec les notes qu'on a pour la participation en cours, pour l'assiduité, pour la présentation, des élèves se retrouvent avec 21 sur 20 sans que ce ne soit un sketch de Jean-Michel Cancan. 21 sur 20. Et mon ami Alain Moifou a été convoqué par le directeur parce qu'il avait mis 20 sur 20 à quelqu'un. Il a dû expliquer au professeur, au proviseur, que l'échelle de dotation partait de 0 à 20 et qu'il était normal que quelqu'un d'excellent ait un 20 sur 20. Chez nous, ils ont confisqué les notes et ils ont décidé que, surtout notamment dans les matières littéraires comme la philosophie ou bien la dissertation, hein, que voilà, si tu es trop fort, on te met 12 ou 14. Voilà ma petite participation. Merci pour votre attention. Je pense qu'on est totalement d'accord avec quasiment tout ce que tu as dit, si ce n'est pas tout ce que tu as dit. Si je me permets juste de préciser un truc, je n'ai pas dit que les plus forts allaient dans des sections scientifiques. Et justement, je disais que c'était une pensée désuète. Donc, dans le sens où elle est complètement fausse et elle est complètement inadaptée à notre contexte. Et qu'on devrait effectivement le repenser. Et on est tous d'accord avec le fait que c'est tôt, que ce soit scientifique ou littéraire, mais effectivement encore plus littéraire, est l'aveu de la conséquence directe de la qualité, de la cohérence de notre enseignement. J'ai vu qu'Emma avait levé le doigt, la main. Alors moi, juste pour dire une petite phrase, ce que je vais dire, c'est peut-être un procès en sorcellerie, mais j'ai l'impression que comme on ne réfléchit pas beaucoup chez nous aux filières, je me rappelle quand j'ai eu mon bac, il n'y avait pas de conseiller d'orientation. Ça fait fort longtemps, hein, c'est 89 mois. Il n'y avait pas de conseiller d'orientation et tu partais avec un bac littéraire, tu partais soit en fac de droit, soit tu partais en fac de lettres. On te proposait rien d'autre. J'ai pu avoir comme proposition les STIC et peut-être qu'il y avait une école des postes ou un truc comme ça. C'est tout ce qu'il y avait. C'était affligeant. C'était affligeant. Et c'est toujours un peu pareil. Et pardonne-moi, juste chuter, Bruce. J'ai l'impression que quand ils font échouer les gens comme ça, là, c'est aussi parce qu'ils savent que devant, ils ne proposent rien à ses enfants. Et ils se disent, ah, si tu échoues même, ça fait quoi? En France, un enfant qui échoue, ça peut faire l'objet d'une réunion du comité éducatif pour savoir pourquoi la personne a échoué. Et si les preuves ne prouvent pas que le gars ou la fille ne rendait pas ses devoirs, n'était pas assidu, etc., on va se poser des questions. Si ça peut te rassurer, j'ai eu mon bac en 2000. Enfin, c'est pas supposé te rassurer, j'ai eu mon bac en 2000. Et le système du moins, tout ce qui est conseil d'orientation, ça ne marchait pas beaucoup mieux. Donc oui, c'est un constat que l'on aurait pu mettre dans cette présentation qui a tout son sens. Je m'en veux un peu de cet oubli, mais effectivement, c'est un chantier sur lequel il est important de travailler en cycle. L'éducation, c'est très vaste, hein. Tu n'as pas à t'en vouloir. Hein. C'était excellent au niveau, notamment les statistiques et tout le reste. Hein. J'ai commencé sans te complimenter, mais tu mérites des compliments. Je crois qu'il y a Emma Rose qui veut parler aussi. Oui, bonsoir tout le monde. Merci Brice pour la présentation. Je suis arrivée peut-être à la fin, donc j'ai peut-être des choses que j'ai loupées. Moi, j'avais une question sur les taux de réussite, enfin, le taux d'échec, enfin, le fort taux d'échec des examens officiels. Est-ce qu'il y a un lien qui a été fait avec la période Covid? Parce que la période Covid, c'était il y a 4 ans. Et donc, il y a 4 ans, quelqu'un qui a eu son bac cette année, il était en 3e, et on sait que c'était la deuxième partie du trimestre. Et donc, les classes ne se sont pas tenues régulièrement. Il y a eu aussi un allègement aux examens. Donc, la personne était potentiellement en 3e.
Donc, qui est quand même un step important, surtout que c'est à ce niveau-là qu'on s'oriente dans les filières. On sait que les programmes n'ont pas été finis. Donc, on a un peu la base qui est faussée. Et donc aussi, il y avait des examens qui ont été, je pense qu'on a délibéré, il semble, à 7, pour pallier au fait que voilà, les programmes n'avaient pas été terminés. Est-ce que ça a été abordé? Est-ce qu'il y a un lien qui a été trouvé? Donc, non, j'y ai pensé quand j'ai préparé cette présentation. J'y ai pensé, mais je minimise fortement le lien entre la période Covid et les résultats que l'on a cette année. Pour la première raison, c'est que très clairement, le premier filtre au baccalauréat au Cameroun, contrairement à ici en France par exemple, c'est le probatoire. Donc, s'il y a 4 ans, la formation des étudiants en troisième avait été bâclée, ça veut dire que l'année dernière, déjà, les résultats du probatoire auraient dû être désastreux. Donc ça, c'est le premier élément qui m'a amené à mettre de côté cette idée. Et le deuxième élément, c'est tout le contexte dans lequel tout ceci arrive. Donc, je pense que l'impact de la formation d'il y a 4 ans, du moins l'impact du Covid sur la formation de nos enfants en troisième, je pense qu'elle a pu être compensée pendant ces 3 dernières années, en tout cas beaucoup plus facilement que la période de grève cette année, donc OTS, on a trop supporté, qui a fait en sorte que pendant 2-3 mois, il n'y avait pas d'enseignement dans nos écoles. Donc, peut-être qu'il y a un impact qui est lié au Covid, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais je pense qu'il est extrêmement négligeable par rapport à tout le contexte que l'on vient de présenter. Ok. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Marcel? Non, je voulais parler je voulais, en élément de réponse à Emma, parler aussi de la grève, mais tu en as parlé. Donc, avant les questions, je disais, c'est la deuxième présentation qui est organisée pour échanger sur le programme du MRC. La première, c'était Arnold, et ça concernait la sécurité routière et les infrastructures routières. C'était le 12 juillet. Et les prochaines, donc on va essayer de les faire toutes les 2 semaines, le vendredi, ou peut-être le jeudi, si les gens ont déjà des programmes le vendredi. Et les prochains thèmes, donc il y a en balance, sauf s'il y a un élément d'actualité, ça risque d'être l'industrialisation du Cameroun ou la lutte contre la drépanocytose. Voilà. Merci à ceux qui... Et si vous avez d'autres thèmes, n'hésitez pas à les partager, à les proposer. Si l'un d'entre vous veut présenter quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter si, comme Brice, comme Arnold, vous souhaitez être présentateur ou si vous connaissez quelqu'un qui peut être présentateur mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui. On travaillera avec cette personne pour préparer sa présentation. Et l'idée, c'est que dans chaque unité, il y ait 1, 2, 3, 4 personnes qui travaillent sur des sujets et qui viennent les présenter. Ce sera des éléments qui vont nous permettre d'être solidement armés quand la campagne va pleinement battre son plein. Merci à tous. Merci. Merci Brice pour la présentation. Et